Quel est mon bilan de la semaine passée? Je vais tout vous raconter. Allez, c'est parti. Bonjour mes championnats, mes champions, c'est Bertrand, j'espère que vous avez la forme, la patate, l'énergie, que tout va bien pour vous. Bienvenue dans Cheveux Blancs et des Longs, le podcast dans lequel nous parlons d'entrepreneuriat, même après 40 ans, et même quand c'est pour créer du contenu, alors qu'on nous dit que c'est pour les jeunes et qu'on est un petit peu foutu. Bon, moi je vais vous prouver le contraire, et vous le savez, tous les lundis, je fais un épisode qui est un carnet de bord, le journal de bord. Le but du jeu, c'est vous faire un bilan, de vous expliquer un petit peu ce que j'ai fait la semaine passée, de mes réflexions, de partager un petit peu tous ces éléments-là et aussi vous montrer les coulisses, les stratégies que je mets en place, des choses qui marchent, des choses qui marchent pas, et des choses qui peuvent être plus ou moins compliquées. Et puis, je veux le dire un petit peu aussi, cette semaine, je vais nourrir ça avec aussi des choses que j'ai pu lire, que j'ai pu voir, notamment revoir. Lire pas trop, mais voir. C'est ainsi que je vais vous parler un petit peu du changement de publication des épisodes du podcast, que je vais vous parler aussi de où j'en suis sur ma nouveauté, de mes nouveaux programmes, des choses comme ça. Je vais vous parler de YouTube, je vais vous parler aussi des vacances. Bah oui, c'est les vacances, en tout cas pas pour moi, mais vous allez voir pour qui. De l'amélioration que je dois apporter aussi sur mon organisation, notamment sur la fin de semaine, et puis de David Beckham. Ouais, voilà, on va parler un petit peu de tout ça. C'est parti. Alors, d'abord, vous avez constaté que cet épisode, si vous écoutez les épisodes, si vous êtes abonné aux épisodes du podcast sur le flux, cet épisode sort le mardi matin, alors que d'habitude, les carnets de bord sortaient le lundi matin. Depuis le lancement, depuis le renouveau de ce podcast, en fait, c'était comme ça, le lundi matin. Alors, pourquoi ça sortait avant le lundi matin ? C'est parce que j'ai eu pendant peut-être 2 ans, un peu plus, j'avais le podcast privé sur Patreon et tous les lundis matins, en fait, je faisais le journal de ma vie créative et sportive, qui était un bilan de toute la semaine qui s'était écoulée, avec le bilan à la fois de sport et à la fois de ma création de contenu, de mon entrepreneuriat. Donc c'était un gros bilan que je faisais comme ça. À une époque, j'en avais même 2 podcasts privés. J'en avais un qui était que sport et un que entrepreneuriat. Ensuite, j'avais remixé les deux. Et quand j'ai relancé ce podcast-là, l'idée c'était de dire, ce journal-là, que moi je trouvais intéressant parce que moi il me permet de faire un bilan, et puis que je sais que certaines personnes l'écoutaient avec assiduité parce que ça leur permettait de savoir un petit peu ce qui se passait derrière, je m'étais dit je vais le publier, tout simplement, mais en version publique. Et quand j'ai fait ça, en fait, j'ai repris mon rythme habituel, c'est-à-dire que je vais publier ça le lundi. Voilà, le lundi, je fais le bilan de ce qui s'est passé la semaine précédente, et ça me permet en fait tout simplement de basculer d'une semaine à l'autre. Mais en fait, il y a un petit problème, un petit schmilblick qui se passe entre les deux, entre mon organisation et le podcast, et notamment avec l'autre podcast. Mon autre podcast phare principal, c'est Kilomètre 42. Kilomètre 42, j'ai 3 épisodes par semaine. Il y a un épisode phare qui était l'épisode du mercredi, qui est l'épisode central du podcast, et puis il y a les micro-formats autour. Ils ne seront pas toujours micro, faut l'avouer. Et dans ces micro-formats, il y a le conseil du samedi, ou des fois maintenant le bottage de fesses du samedi. Et puis, il y avait l'instant Sam du lundi. Voilà, l'instant Sam du lundi, ou la minute Sam, Enfin, il y a eu diverses appellations des épisodes du lundi. C'est une grande histoire, cette histoire-là. Mais en tout cas, maintenant, le lundi, il y a l'instant Sam le lundi. Et donc là, ce sont des conseils aux remises en forme, santé, bien-être, comment on relève les défis du quotidien avec tout l'aspect en fait de ma méthodologie SAM, sommeil, alimentation, mouvement, qui devient petit à petit SAMI, avec le I de idée pour la partie mentale. Et donc je me retrouvais le lundi en fait à avoir 2 épisodes de podcast qui sortaient. J'avais donc l'instant SAM sur Kilomètre 42, plus cet épisode-là, ce carnet de bord sur ce podcast-là. Alors, je me suis dit, il y a un truc qui cloche. Pour moi, ça me fait enregistrer 2 épisodes, et la plupart des épisodes, je les enregistre le lundi matin, en fait, entre 5h et 7h, donc ça faisait 2 épisodes enregistrés, ce qui n'est pas un problème, techniquement, c'était pas vraiment un problème. Là où ça me posait un vrai problème pour moi, c'était de dire, si quelqu'un voulait écouter les 2 épisodes de podcast, et que je lui sors là tout d'un coup 1h20 d'épisodes de podcast, et dire 40 minutes d'un côté, 40 minutes de l'autre, ce qui peut être le cas de temps en temps, quand je déborde un petit peu, bon, l'idéal, ce serait 15 minutes et 15 minutes, je me dis, bon, 15 minutes et 15 minutes, ça passe, mais en fait, ce journal de bord ne fera qu'à jamais 15 minutes, c'est pas possible. Donc, si j'arrive à sortir un Kilomètre 42, l'épisode de l'instant Sam à 15 minutes, et que je sors un 45 minutes sur ce podcast, je me retrouvais avec 1 heure d'un coup, et 2 épisodes surtout, et je trouvais ça un petit peu dommage. Alors, je me suis dit, j'ai repris un petit peu mon programme de publication, et je viens de vous donner le rythme de Kilomètre 42. Si maintenant je rajoute le rythme derrière, qu'est-ce qu'il me reste comme podcast ? Donc, ce podcast que vous êtes en train d'écouter, Cheveux Blancs et des Longs, j'ai un épisode le lundi, un épisode le jeudi. Bon, l'épisode le jeudi ne pose pas de problème. Ça a remplacé dans mon flux de publication l'épisode de Kilomètre 350 que je sortais avant tous les jeudis, qui maintenant est en pause. Et je me suis dit, le mardi, j'ai rien. Bon, autant mettre ce journal de bord le mardi. Voilà, ce carnet de bord le mardi.
Donc ce qui fait que le lundi, vous avez un kilomètre 42, le mardi, l'épisode de carnet de bord dans Cheveux Blancs et des Longues, le mercredi, kilomètre 42, le jeudi, Cheveux Blancs, le vendredi, vous allez me dire, j'ai rien. Si, il y a tous les 15 jours un épisode de sport et nutrition. Le samedi, il y a le 3e épisode de kilomètre 42 de la semaine. Et puis le dimanche, il n'y a rien. Enfin, rien en podcast. Mais normalement, il y a mon mail. Mais je vais en revenir après, parce que là, j'ai un autre petit problème. Donc, voilà pourquoi je change tout simplement l'organisation de ces épisodes. Voilà. Donc maintenant, le carnet de bord arrivera le mardi. C'est mieux parce que pour moi, pour ce qui est 42, ça c'est des épisodes le mercredi, je ne bougerai pas, c'est les rendez-vous traditionnels. Le lundi, ça fait un bout de temps que j'ai un épisode de lundi, donc je ne voulais pas bouger les rendez-vous de kilomètre 42. Je ne voulais pas les resserrer non plus. Donc, je préférais les faire de cette manière-là. Voilà, donc maintenant, vous savez tout. Donc maintenant, on se retrouvera tous les mardis pour ce rendez-vous journal de bord, carnet de bord. Maintenant, ceci étant dit, qu'est-ce que j'ai fait la semaine dernière, mis à part décider de ce changement de planning ? Déjà, je dois te dire, j'ai bouclé mon programme, tout le monde peut courir plus vite. Donc, j'ai bouclé. Quand je dis vraiment que j'ai bouclé, c'est que j'ai fait les bonus, j'avais fait les dernières vidéos. J'ai remodifié ma page de vente. Vraiment, j'ai remodifié la page de vente. Mais la page de vente est un travail qui n'est jamais fini. Vous savez que moi, je suis adepte du contenu minimum viable. Le principe du contenu minimum viable, c'est en fait de faire une première version, d'itérer au fur et à mesure avec les retours et tout pour arriver à une version définitive. C'est pareil pour les programmes et c'est pareil pour les pages de vente. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Sur la page de vente, j'ai ajouté des éléments. Maintenant que le programme est terminé au sens global, c'est-à-dire que j'ai tourné des bonus, j'ai fait un truc, le cahier d'exercice qui n'était pas prévu, je l'ai rajouté. J'avais une séance audio à faire, je l'ai rajouté. J'ai eu un premier retour dessus, notamment sur ce fameux cahier d'exercice qui n'était pas prévu au départ, mais qui en fait s'avère être très pratique, en tout cas pour la personne qui m'a fait le retour. Donc là, ça veut dire que j'ai des éléments en fait à mettre en place sur la page pour dire, voilà, telle personne a fait ça, telle personne a trouvé ça, témoignage client, j'ai rajouté ça, ces éléments-là, etc. Donc j'ai fait des listes à pu, j'ai mis tout un tas d'éléments comme ça dedans. Donc la page de vente, c'est un petit peu complété. Donc ça, c'est bouclé. Dans l'euphorie, j'ai dit, je vais envoyer un mail à tous les gens qui voulaient, à tous ceux qui l'avaient acheté, pour leur dire, voilà, c'est bouclé. Et en fait, j'ai envoyé le mail à toute ma base mail. Donc, au lieu d'envoyer ça à quelques dizaines de personnes, j'ai envoyé ça à quelques centaines de personnes. Bon, pour me faire pardonner, j'ai fait une réduction. J'ai profité pour faire une réduction globalement sur toutes mes formations pendant 2 jours. Et ça a fait quelques ventes. Donc finalement, l'un dans l'autre, c'était une petite connerie qui s'est un petit peu récupérée de cette manière. Voilà, c'est comme ça, ça fait partie de la logique. J'ai appuyé sur un bouton trop rapidement. Voilà, c'était un petit mail qui devait partir à ceux qui avaient acheté la formation. Donc le mail était en plus, il n'y a pas beaucoup d'explications, etc. Forcément, il n'a pas été très cliqué dans cette histoire-là. Mais en attendant, ça m'a permis de faire un petit mail de récupération. J'ai fait une petite relance sur Instagram. Je n'ai pas regardé statistiquement si c'était plus le mail, plus mon Instagram qui a vendu ou quoi, les petites bonus que j'ai vendus ces derniers jours. Mais en tout cas, la formation, le programme, lui, continue à partir, exemplaire par exemplaire, comme ça, petit à petit. Et donc, le but du jeu, c'est que maintenant, il va vivre sa vie avec des relances, avec des bundles, avec un tunnel de vente qui est associé. Mon tunnel de vente, j'en suis pas très content pour l'instant. En fait, le premier mail est bien lu, le deuxième mail est très bien lu. Mais le troisième mail, il y a une grosse chute, en fait, dans la série de 4 mails. C'est un peu gênant. Et puis, j'ai un autre problème aussi, c'est que je suis pas sûr que mon lead magnet soit bien adapté au produit. C'est-à-dire que j'ai un lead magnet que j'avais prévu un peu sur le format blague, et je les présente un peu pour les débutants, etc. Derrière, j'ai mis un programme débutant. Ça, je pense que c'est pas mal. Le seul problème, c'est que mon lead magnet n'est pas que débutant, je pense. Et puis que mon programme débutant, peut-être que je n'ai pas l'audience sur mon Instagram, parce que je pousse tout ça par Instagram. Et je pense que sur mon Instagram, j'ai pas que du débutant. Donc, il faut que j'arrive à avoir des messages qui soient vraiment plus pour les débutants, avec un lead magnet qui soit vraiment pour les débutants. Et la série de mails serait meilleure. Et là, je pense que ma série de mails n'est pas très bonne pour ça. Donc, j'ai essayé de faire un petit coup de rustine, non pas dans les mails pour l'instant, mais dans le lead magnet en lui-même. C'est-à-dire que le document que vous téléchargez, j'ai fait un petit coup de rustine dessus en mettant 2 programmes en avant. Dans la série de mails, il faudrait que je mette un deuxième programme en avant. Je pourrais orienter en disant, vous voulez débuter, vous voulez courir plus vite. Je pourrais faire une espèce de tag, en fait, avec du tagging. Je pourrais tout simplement taguer un petit peu les gens comme ça. Pour l'instant, je ne le fais pas. Je vais tester, je vais voir un petit peu, il faut que je mesure et tout. Donc j'ai mis des compteurs de tracking, etc. pour voir un petit peu ce qui se passe, combien le tunnel génère. Le but du jeu, je vous rappelle de ces tunnels, je vous avais expliqué ça la semaine dernière et la semaine d'avant, c'est d'avoir en fait une automatisation, c'est-à-dire que du moment que je fais rentrer les gens dans le tunnel, je sais
à peu près combien je vais sortir de vente. Pour l'instant, le chiffre, il est à 0. De vente, il y a un problème. Donc, ça veut dire que j'ai pour l'instant pas assez de monde qui est rentré dedans. Donc, pour avoir un chiffre définitif, il faudra avoir beaucoup plus de monde qui rentre dedans. Donc, il faut que je continue à faire entrer des gens dedans, mais il faut que j'ajuste au fur et à mesure. Et déjà, quand je vois que je perds, on va dire, 30 ou 40% de taux d'ouverture entre le deuxième mail et le troisième, ça veut dire que la bascule entre deuxième mail et troisième mail ne se fait pas, soit parce que mon titre du troisième mail n'est pas bon, soit parce que peut-être que le deuxième est bien ouvert aussi, parce que dans le premier, je dis, attention, demain, il y a un truc que vous devez absolument voir. Et peut-être que dans le deuxième, j'ai pas assez ça, c'est-à-dire que les gens, ils ont leur truc, mais il n'y a pas la suspense pour le troisième mail. Donc là, je pense que j'ai un petit truc à corriger. Et en tout cas, je vais l'ajuster au fur et à mesure de cette manière-là, et ça continue à vivre et autres. En tout cas, le programme en lui-même, il est bouclé, mis à part quelques bonus, des réponses à des questions, faire des FAQ, des choses comme ça. Voilà, donc ça m'a occupé pendant, 2 semaines, 2 belles semaines comme ça, qui ont été bien remplies avec ce programme-là. J'en suis content, j'en suis très content, donc ce qui fait que quand on est content d'un produit, qu'est-ce qui se passe ? On le pousse avec beaucoup plus de facilité, forcément, puisque je me dis, il est bien, j'en suis fier, je suis content de comment il est. Donc, normalement, je devrais arriver à plus le vendre, parce que qui dit je le pousse plus, égale je le montre plus, égale j'ai plus de chances de le vendre. La preuve, c'est qu'au moment de commencer à enregistrer cet épisode, et j'ai encore eu une petite alerte, vous savez, la petite machine à cash là, qui faisait bing bing, et qui me disait, vous avez fait une vente. Donc, voilà, ça continue à partir petit à petit comme ça, et des ventes, etc. Ensuite, la nouveauté de la semaine dernière, quand même, c'est que j'ai repris mes vidéos sur YouTube. Ouais, je sais, ça faisait longtemps. J'ai calculé, sur l'année 2023, j'avais fait 5 vidéos YouTube. Et encore, il y avait 3 shorts. Ou 2 shorts ou 3 shorts. C'était pas terrible. J'ai expliqué dans la vidéo de retour pourquoi je revenais, etc. Vous constaterez que la vidéo, elle est beaucoup plus légère en mise en forme. Il n'y a pas de générique de début, il n'y a pas d'effet, il n'y a pas de sous-titrage de titrail, il n'y a rien du tout dedans, etc. Le but du jeu quand même c'est d'en faire plus de vidéos. Je voudrais revenir à mon rythme d'une vidéo par semaine que j'avais à une époque, une vidéo par semaine. J'avais une vidéo par semaine sur ma chaîne principale Bertrand Souet et une vidéo par semaine sur ma chaîne Hamster Running Club. J'avais dit, rappelez-vous, il y a quelques temps, j'ai dit je veux être moins créateur, plus entrepreneur. C'est une décision entrepreneuriale, c'est pas une décision créative. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Je veux dire par là qu'en fait, je veux que YouTube devienne en fait pour moi un canal d'acquisition d'audience et de visibilité sur certaines thématiques, notamment la création d'entreprise et le podcast. Enfin, la création de podcast. Et je veux aussi que ma chaîne YouTube serve de plateforme pour dire j'ai des podcasts, venez écouter mes podcasts. L'un dans l'autre, pour arriver à faire ça, il faut grossir l'audience, mais il faut aussi avoir de la régularité. Et pour avoir de la régularité, il faut produire des vidéos. Le fait de produire des vidéos va permettre de redynamiser l'audience et d'avoir plus de chances, de multiplier les chances en fait que mes vidéos fonctionnent. Et je l'ai vu sur Instagram. C'est-à-dire que sur Instagram, en faisant des réels tous les jours, il y a des réels qui performent très bien, il y a des réels qui performent moyennement bien, il y a des réels qui performent pas du tout. Ce qui veut dire quand chez moi ça performe bien, maintenant, et c'est la grande surprise, c'est que j'ai des réels qui dépassent les 100 000 vues. J'en ai un à 200 000, 300 000, etc. J'ai des réels qui sont autour de 30 à 40 000. J'ai des réels qui sont autour de 4 à 5 000. C'est ça, le performer pas très bien chez moi. Maintenant, il est autour de 4-5 000. Ce qui à une époque était pour moi inespéré. Mais comment j'en suis arrivé à ce chiffre-là ? Tout simplement parce que j'en ai fait beaucoup. C'est-à-dire que maintenant, je prends mon téléphone, je fais un réel sur quasiment n'importe quel sujet qui m'intéresse par rapport à la course à pied. Et en fait, sur mon compte Bertrand Soulier, forcément, il va prendre petit à petit un petit peu de visibilité. Des fois directement, des fois au bout de 2-3 jours, etc. Mais on peut dire que tous les derniers réels que j'ai publiés arrivent autour de 4, 5 000, 8 000, 10 000. Il y a 10 000 avant, c'était exceptionnel. Maintenant, ça devient très régulier là-dessus. Pourquoi ? Je leur dis parce que je suis régulier, parce que je produis régulièrement, parce que je me suis amélioré, etc. Ce qui, sur YouTube, je ne fais pas. Donc, à un moment donné, pour arriver à trouver le même système de fonctionnement sur YouTube, il faut que je publie plus. Alors, je ne vais pas refaire un truc, un challenge, de faire une vidéo tous les jours pendant le mois de novembre, etc. Je ne dis pas que ça ne me tente pas, mais c'est juste que je pense que je n'ai pas le temps de travail, etc. Et ça serait un peu dans l'esprit créateur. Là, si je voulais être entrepreneur, il faudrait plutôt que je parte sur un sujet, sur une thématique, en me rappelant d'un élément qui est important pour moi, qui est de dire que, d'une part, YouTube, c'est avant tout un moteur de recherche. Donc, pour moi, je le prends vraiment comme un moteur de recherche. Optique SEO, donc Google, qui possède YouTube, de toute façon. Donc, le moteur de recherche,
Si la vidéo est bien positionnée sur des thématiques de recherche, elle va bien monter sur YouTube, elle va aussi très bien monter sur Google. Grosso modo, c'est ça. Et je le vois aussi avec mon blog. Il y a des fois sur des thématiques, genre des recettes de cuisine, etc. Je génère des centaines de vues tous les mois sur des recettes de cuisine parce qu'elles sont bien positionnées. J'ai des vieilles vidéos qui sont très bien positionnées aussi sur les recherches sur Google, etc. Donc je pourrais avoir un schéma d'optimisation de ces vidéos-là, ce que je fais déjà, d'optimiser un petit peu. Certaines de changer un peu le titre, la vignette, pour essayer d'augmenter le taux de clic. Et puis changer aussi un peu les descriptions pour essayer d'augmenter le référencement, pour qu'elles soient mieux référencées dedans. Et puis augmenter le type de vidéo qui permettent d'être mieux référencées. Et qu'est-ce qui serait mieux référencé? Pour moi, je pense en tout cas, ça serait des vidéos un petit peu guides, un petit peu comment j'ai lancé ça. Alors ça pourrait être presque des mini-formations sur comment j'ai lancé mon podcast, comment j'ai relancé un podcast, comment j'utilise Obsidian comme second cerveau, par exemple, des choses comme ça. Alors je dis pas que je vais faire une vidéo qui fasse 3 heures, quoi que ce soit, parce que là on serait vraiment sur la formation, mais avoir en fait un élément un peu explicatif qui donne un peu des bases avec un peu un côté stratégie. Par exemple, j'avais commencé à vouloir faire une vidéo sur Podia, sur pourquoi j'ai tout migré de mes formations de Cuneo à Podia. Mais plutôt que de faire un guide de comment on utilise Podia pour faire ça, je voulais plutôt avoir un truc stratégique de comment moi j'ai utilisé Podia comme un site de remplacement, parce qu'en ce moment c'est vraiment un site de remplacement, mis à part le côté blog, mais sur lequel j'ai mes mails, comment je fais ça, stratégiquement, quelles sont les pages que j'ai placées, quelles sont les lignes magnets, pourquoi j'ai fait ça, comment j'ai fait ça, etc., comment j'ai construit mon tunnel et tout. Voilà aussi pourquoi je suis un peu centralisé, un peu focus un petit peu en ce moment sur mes histoires de tunnel, sur mes histoires de produits, sur mes lancements, etc. C'est aussi pour avoir des billes, pour avoir des éléments dont je voudrais parler. Donc, je reviens sur YouTube. D'ailleurs, je dois le dire, ce podcast là tout de suite est en ce moment même, je le filme pour qu'il soit aussi diffusé sur YouTube. À voir tout simplement. Donc, si vous regardez sur YouTube et que vous n'écoutez pas le podcast, sachez qu'il y a une version audio. Je continue à penser quand même que le podcast en version audio a un gros avantage, c'est que vous pouvez l'écouter où vous soyez, en voiture, en train de courir, en train de marcher, etc. Et que ça correspond plus à ma philosophie de vie, à ce que je partage globalement aussi, sur l'intérêt de se détacher des écrans. Mais bon, pour essayer de plaire aussi à l'algorithme de YouTube, je me dis, si je faisais la version vidéo, pourquoi pas? Et puis, surtout, ce que je voudrais faire, c'est à partir de la vidéo qui va être produite là, à partir de ce podcast, c'est utiliser un outil qui va générer plein de petites vidéos, une dizaine de petites vidéos, que je vais pouvoir mettre sur Instagram, notamment sur mon compte Podcaster Pro. Le but du jeu va être justement d'essayer de dynamiser mon compte Instagram sans y passer beaucoup plus de temps. Alors ce ne sera pas mon compte Bertrand Soulier, ce sera l'autre compte qui a lui 61 abonnés, donc autant dire il part de zéro, il part vraiment de zéro. Mais le but du jeu, c'est de voir justement si cette mécanique-là fonctionne. Si ça fonctionne, qu'est-ce que je peux en faire, comment je peux partager ça avec vous, etc. Voilà un petit peu où j'en suis sur ce sujet-là, en tout cas, qui est un sujet qui me tient à cœur, parce que j'aimais bien YouTube, j'aime bien faire des vidéos, j'aime bien faire des tutos, je passe des heures à faire des vidéos de formation, etc. Donc pour moi, le matériel, ça change pas grand-chose, sur le truc. J'ai fait des anciennes vidéos dans lesquelles j'expliquais un petit peu mon studio, comment c'était organisé, comment j'organisais les choses. Là, j'ai un peu modifié, un petit peu sur les éclairages. Je suis en train de regarder en même temps l'éclairage. Je me dis, bon, il y a des trucs un petit peu à changer. J'ai mis des lumières, il faut que je refasse un peu de déco, etc. Mais l'un dans l'autre, tout cela va se caler. Et je vais arriver petit à petit à retrouver, en tout cas, j'espère, le rythme. Alors, est-ce que j'arriverai à faire une vidéo sur mes 2 chaînes YouTube? Ça, je sais pas. Il se trouve que les 2 chaînes YouTube ne grossissent pas à la même vitesse, mais que ma chaîne YouTube du Hamster Zoning Club grossit plus vite que l'autre. Elle n'a pas dépassé ma chaîne principale, on va dire, mais comme elle grossit plus vite, un jour ou l'autre, elle va finir par la dépasser. Pourquoi? Parce qu'il y avait des vidéos qui sont sur des thématiques qui sont beaucoup plus larges, il y a quand même beaucoup plus de gens qui courent, etc. Donc je pense que peut-être il y a un potentiel qui est peut-être plus important sur la chaîne. Je le vois aussi sur le plan des podcasts, là ce sera un truc à étudier aussi là-dessus. Ensuite, maintenant je vous ai dit que je parlerai un petit peu d'organisation, de temps, etc. Et notamment de vacances. Ah oui, des vacances. Moi, je suis pas en vacances. Je suis pas en vacances, mais il y a une personne qui est en vacances, c'est ma fille. Il y a eu 2 semaines de vacances. L'an dernier, j'avais fait des épisodes de podcast en expliquant que finalement, ma fille, quand je regardais bien dans l'année, elle a 4 mois de vacances, à peu près, grosso modo. On va faire un calcul rapide. Si on considère 2 semaines de vacances en novembre, 2 semaines de vacances pour Noël, ça fait déjà 1 mois. 2 semaines de vacances en février, 2 semaines de vacances en avril, ça fait 2 mois. 2 mois de vacances sur l'été, ça fait 4.
plus le fait qu'elle a école que 4 jours par semaine, plus le fait qu'il y a des grands ponts, l'Ascension, par exemple, le jeudi de l'Ascension est férié, donc ça veut dire que le jeudi, et puis ils font le pont. Donc ça veut dire que la semaine de l'Ascension, il n'y a que 2 jours. Si on ajoute les ponts et des trucs comme ça, on peut considérer que sur l'année dernière, peut-être qu'elle n'a eu elle a eu peut-être 4 mois et demi de vacances. Peut-être 4 mois et demi de vacances. Ce qui fait d'ailleurs que j'ai failli renommer ce podcast Comment faire pour travailler quand on a 4 mois et demi de vacances, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, ça serait 4 mois de vacances. Le titre du podcast aurait pu être 4 mois de vacances. Comment arriver à faire finalement du chiffre d'affaires pour vivre 12 mois en travaillant que 8 mois. Et encore, quand je dis 8 mois, ça serait intéressant de calculer, de dire, bah tiens, on pourrait le faire à la louche. Si je prends maintenant, allez, 10, elle a quoi j'ai dit, 8, 10, on va dire, elle a quoi, école 30 semaines x 4, 120 jours d'école, quelque chose comme ça. Sur l'année, hein, ça fait pas grand-chose. Hein, quand on regarde un petit peu, vraiment, hein, on peut se dire, sur l'école, parce que déjà, il n'y a que 4 jours sur 7, hein, donc déjà, on est à peine la moitié. Mais si on rajoute les vacances, etc., quand je dis qu'il y a un tiers de l'année à peu près pour un enfant qui est à l'école, hein, peut-être, grosso modo, si je calculais le temps, si je me disais, si j'ai un tiers de l'année, vraiment un tiers de l'année, hein, des jours de travail, parce que moi, elle est à la maison, parce que elle mange à la maison 2 jours de la semaine, parce qu'il y a des différents trucs, etc. Si vraiment je prenais ce truc-là, de dire que finalement, si j'avais 120 jours de travail dans l'année, comment faire pour vivre sur une année en travaillant 120 jours complets? Ouais, ça serait un peu ce logique-là. Bon, ça voudrait dire que pour arriver à faire ça, en fait, il faudra avoir des jours soit qui soient hyper remplis en faisant des heures et des heures, des 10 heures à chaque fois et tout pour essayer de remplir. Ce qui peut-être peut marcher, hein, j'ai envie de dire, si on fait 4 jours à 10 heures, ça fait 40 heures par semaine, donc c'est au-dessus des 35 heures. Bon, il se trouve que quand même, ça serait pas possible sur des questions d'organisation, d'organisation tout simplement, ça serait pas possible. Mais c'est pas mon souhait non plus en fait. Mon souhait, il est pas trop là-dedans. En me disant maintenant, comment je passerai de l'entraînement pour courir, de l'entraînement vélo, du temps pour apprendre des choses, du temps pour me balader, pour prendre le air, etc. Enfin, la forme, la santé, tout ça et tout. Donc, comment gérer ce truc-là? Eh bien, ça serait de dire un peu, il faudrait plutôt se débrouiller pour tendre vers du minimalisme, et que le minimalisme il soit plutôt de dire qu'est-ce que je peux faire, par exemple, si j'avais que 4 heures ou 5 heures par jour de travail. Alors, je dis bien qu'est-ce que je peux faire si je n'avais que ça. C'est-à-dire me rendre dans la logique de Parkinson. Logique de la loi de Parkinson, c'est de dire que plus on se donne de temps et plus on occupe le temps. Enfin, on occupe toujours le temps qu'on se donne. Donc, si je me donne une journée pour faire quelque chose, je vais mettre une journée. Si je me donne une semaine pour le faire, je vais mettre une semaine. Si je me donne un mois, je vais faire un mois. Mais si je me donnais qu'une heure ou 2 heures, qu'est-ce qui se passerait si, par exemple, je me mettais en mode deep work, hein, concept de Cal Newport, en disant que je me donne 1 heure vraiment à fond le matin, 1 heure à fond l'après-midi, sur lequel j'avance vraiment un sujet à fond, qu'autour de ça, il y a des temps où ils sont un peu moins à fond, mais qu'au global, ça fasse, on va dire, 4 heures, 5 heures par jour, maximum, sur 4 jours par semaine. Qu'est-ce qui se passerait? Combien ça ferait de temps? Donc on pourrait dire, ça fait entre 16 et 20 heures à peu près comme ça. Est-ce que ça serait possible? Eh bien, il se trouve que les vacances, c'est justement un moment où c'est un truc à bien tester. Pourquoi? Parce que les vacances, envie de passer du temps avec ma fille, des activités, passer du temps, me reposer aussi un petit peu sur des choses, gérer le temps un petit peu différemment par rapport à l'école et tout. Et je me dis, tiens, est-ce que sur une journée de travail, comme ça, si ma journée de travail était réduite à 4 heures, qu'est-ce que je pourrais vraiment faire sur mes 4 heures? Qu'est-ce que j'aurais le temps de faire? Sur quoi je vais m'axer? Sur quoi je vais mettre la priorité? Et là, je peux renvoyer sur un livre que j'avais lu, dont j'ai déjà parlé par le passé, qui s'appelle The One Thing. Ça serait dire quelle est la chose essentielle que je dois faire dans ma journée pour que ma journée soit réussie. Et que finalement, là je reviens avec la casquette entrepreneur, quelle est la chose qui soit la plus efficace pour moi? Qu'est-ce qui est le plus efficace pour moi? Est-ce que c'est faire un épisode de podcast? Est-ce que c'est faire un mail? Est-ce que c'est faire des vidéos? Qu'est-ce qui est le plus efficace? J'en suis venu à une conclusion quand même de là-dedans. C'est de dire qu'à un moment donné, j'avais envisagé d'augmenter le nombre d'épisodes de ce podcast pour le faire remonter mécaniquement dans les classements en disant si je faisais un épisode tous les jours, qu'est-ce qui se passerait? Franchement, quand vous êtes abonné tous les jours, il y aura un téléchargement qui se fait, ça montrerait les stats et le podcast devrait remonter dans Apple Podcast, numéro peut-être pas 1 de la catégorie, mais il remonterait donc il aurait plus de visibilité.
Ça pourrait être une stratégie, mais c'est pas une stratégie tenable sur le long terme, à mon avis. Parce que, pour moi, ça voudrait dire qu'il faudrait que je produise beaucoup d'épisodes de podcast. Et je pense que la viralité d'un podcast n'étant pas celle-ci, je pense que l'énergie que je mettrais là-dedans serait plus intéressante si je la mettais dans une vidéo, mais une vidéo bien positionnée chaque semaine. Donc, la stratégie entrepreneuriale, elle est là-dedans. C'est-à-dire, c'est vrai que pour moi, c'est plus facile d'être créateur, de créer un épisode de podcast tous les jours. Je peux le faire, mais extrêmement facilement sur ce sujet-là. Je l'ai fait pendant 500 jours d'affilée. Je sais que je peux le faire facilement là-dessus. Mais la logique de tout ça, ça serait plutôt de dire non, vaut mieux avoir du temps pour une vidéo, que la vidéo, j'essaie de bien la positionner, et que cette vidéo bien positionnée m'amène une visibilité globale sur ma marque personnelle, sur mes programmes, ainsi que sur aussi l'existence des podcasts, de renvoyer là-dessus. Donc d'avoir cette mécanique-là. Et puis, faire la vidéo me permet de dupliquer des petits contenus et de les envoyer sur les plateformes en format vidéo pour aussi faire connaître les vidéos, pour faire connaître ce que je fais d'une manière différente, nourrir Instagram, nourrir de LinkedIn, etc. Donc, ma casquette entrepreneuriale me dit, il vaut mieux que j'accentue là-dessus. Alors, c'est ce que je vais décider de faire. Les vacances étant un bon crash test, une journée comme aujourd'hui, entre enregistrement de podcast le matin, enregistrement de podcast dans l'après-midi. Donc, franchement, j'ai pas beaucoup de marge de manœuvre en volume de temps, mais c'est là où ça m'oblige à aller chercher une priorité. Si cette priorité, je la trouve sur la période des vacances avec le crash test, ça voudra dire aussi que je n'aurai aucune raison de ne pas le dupliquer sur le reste de l'année, en fait. Et c'est ça que je recherche. C'est de dire que finalement, si j'arrive à faire sur des semaines de vacances l'essentiel que je dois faire, c'est-à-dire les épisodes de podcast, enregistrer les publicités, vendre des produits, des offres, vendre des formations, faire des coachings, des choses comme ça, que j'arrive à générer du chiffre d'affaires suffisant pour vivre, j'ai envie de dire, à générer suffisamment de chiffres, il n'y a pas de raison, sauf si vraiment ça ne marche pas comme je veux, je me dis, il n'y aurait pas de raison que le reste de l'année, je n'arrive pas à faire la même chose. Le multiplicateur, il est temps pour moi là-dedans de se dire, en fait, là où il faut que je sois plus efficace, ce n'est pas sur la création de contenu en elle-même, parce que je suis très efficace, j'ai rendu les process très efficaces, etc. Ce n'est pas de dire, puisque je suis efficace, j'en produis. C'est plutôt de dire, puisque je suis efficace sur la création de contenu, le temps que j'ai à consacrer, il faut qu'il soit extrêmement efficace sur la production de programmes payants, mais aussi sur la construction d'offres, vraiment une meilleure connaissance de l'audience, d'avoir des belles offres, des vraies offres, etc., qui convertissent, et donc d'améliorer ma capacité à vendre, d'améliorer ma capacité à créer des offres qui soient vraiment pertinentes, de mieux les vendre, de faire des plus belles, des meilleures transformations sur mes pages de vente. Je ne dis pas des plus belles pages de vente, je dis des meilleures transformations sur mes pages de vente. Et donc finalement, mon heure que je consacre sur ce travail-là me rapporte plus. Voilà, tout simplement. Donc c'est mon calcul de maintenant. Et la période de vacances, c'est un bon crash test. J'ai un temps limité pour faire la même chose. Et ce temps limité, si j'arrive en fait à l'utiliser de la bonne manière, et donc à progresser comme je veux sur certains domaines, me permettra, quand j'aurai plus de temps ensuite, quand je vais récupérer un peu plus de temps parce que l'école aura repris, etc., et bien sur certains jours, par exemple, d'aller m'entraîner pour faire mes sports, pour aller faire du vélo, pour aller nager ou je sais pas quoi, et donc envisager aussi une vie sportive qui me permette de développer, par exemple, des projets sportifs plus importants, notamment pour l'été prochain. Voilà, c'est une espèce de... C'est un peu ce fonctionnement-là que j'envisage. Donc, pour l'instant, je teste, et c'est vrai que je considère que les vacances sont un bon crash test. Les vacances de Noël, c'est pas un bon crash test, parce que c'est vraiment trop compliqué. Mais les vacances de novembre, je trouve que c'est un bon crash test. Parce que, pourquoi les vacances de Noël, c'est pas un bon crash test? Parce qu'il y a de la famille, parce qu'il y a les fêtes, parce qu'il y a plein de repas, parce qu'on n'est jamais trop à la maison, parce qu'il y a plein de cadeaux à tester, parce qu'il y a toujours un tas de trucs, etc. Il y a plein de petites courses à faire à droite à gauche. Là, c'est un meilleur crash test, je trouve, en tout cas sur la période du mois de ce fin octobre, début novembre, qui arrive. Ensuite, ce crash test aussi, cette période de test, doit me permettre aussi de tester un nouveau truc, c'est d'améliorer mon organisation sur la fin des semaines. Parce que alors là, j'ai eu un problème, notamment qui s'est traduit par le fait que je n'envoie plus ma newsletter du dimanche. Normalement, j'envoie une newsletter tous les dimanches. Ça fait 2 semaines que je n'envoie plus ma newsletter du dimanche. Là, pourquoi ? Parce que je me suis mal dimensionné sur l'envoi de ma newsletter du dimanche.
Ouais, tout simplement. C'est-à-dire que me retrouve en fait à dire le vendredi, je la fais pas. Le samedi, normalement, je la finissais le samedi en fait en faisant le dernier dessin, etc. Et puis là, je me retrouve à pas la faire. Et puis le dimanche matin, je me retrouve avec soit ça me plaît pas ce que j'ai fait, soit j'ai pas le temps de la faire, soit j'ai pas envie de la faire dimanche matin. Par exemple, ce dimanche matin, j'avais une course. J'ai pris mon petit déjeuner, je me suis préparé, j'ai pris le temps tranquillement. Et en fait, j'avais pas envie de commencer à faire la newsletter parce que j'étais vraiment trop à la bourre. Donc, j'avais pas envie de faire la newsletter en me disant, ouais, si j'ai pas le temps de l'envoyer, je pourrais l'envoyer que plus tard, ce sera trop tard, etc. Même la perspective de mettre une offre avec ma réduction que j'ai proposée au reste de ma liste mail ne m'a pas enchanté au point de me dire je vais prendre 1 heure avant de partir ma course pour finir la lettre, etc. Donc ça pose 2 questions. Ça pose la question de 1, l'organisation. Normalement, cette lettre-là devrait être faite le vendredi pour que je n'ai pas à y travailler sur le week-end. Je la fais, je la programme. Normalement, je devrais la faire le vendredi, je la programme. Mais est-ce que, quelque part, c'est intéressant que je continue à la faire sur le plan créateur et sur le plan entrepreneur? C'est toujours cette même balance, ce que je répète, entre le créateur et l'entrepreneur. Si j'étais logique, je me dirais, il n'y a pas beaucoup d'abonnés dessus, quelques centaines, et peut-être qu'elle ne me rapporte pas grand-chose. Ce qui se passe quand même, c'est que la dernière fois que dessus j'ai mis des liens de réduction, j'ai vendu des offres à partir de cette newsletter-là aussi. Donc sur le plan entrepreneur, peut-être qu'elle a un potentiel. Je pense qu'il y a un potentiel à affiner. Mais en tout cas, il y a un potentiel. À condition que j'arrive à l'envoyer toutes les semaines. Et là, on en revient toujours au même truc. L'organisation pour dire, est-ce que le vendredi, c'est une tâche qui est essentielle, importante pour moi ou pas? Et il se trouve que ces derniers temps, j'ai pas considéré que c'était une tâche suffisamment importante pour que je la place le vendredi. La preuve, c'est que le vendredi, j'enregistre mon épisode du samedi de Kilomètre 42, je fais mes petits montages, je fais mes vidéos, je fais des choses comme ça. Et la lettre, je la mets de côté. Alors, ça pose cette question-là. Est-ce que je la mets tout en haut? Est-ce que je la mets un peu moins en haut, etc. Et plus elle va être basse dans mon listing, et plus il y a de chances que je la fasse pas. Donc, voici un petit peu l'équipe que je suis en train de rechercher. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le vendredi, ma journée le jeudi-vendredi, qui sont 2 journées que je dois un petit peu ajuster. Autant le lundi, mardi sont des journées qui sont quand même bien calées parce que je suis très focalisé sur la production de notamment l'épisode de mercredi de Kilomètre 42. Je suis assez focalisé là-dessus. Autant le jeudi, vendredi, je suis pas assez focalisé dessus. Il m'arrive par exemple de faire l'épisode de l'Instant Sam, je la fais trop tard. Souvent je le fais le lundi matin alors que moi j'aimerais bien que le lundi matin je n'ai pas à le faire, que ce soit déjà programmé depuis le vendredi soir. Donc normalement le vendredi je devrais déjà avoir produit en fait finalement l'épisode du lundi de Kilomètre 42, l'épisode du samedi de Kilomètre 42 aussi, enfin ces 2 épisodes là et ma newsletter. Donc là on en vient après un dimensionnement de ma semaine qui pose franchement question. Et peut-être que le truc, ce sera de dire ça, je vais le supprimer. Surtout que j'ai aussi des abonnés, parce que je fais beaucoup d'efforts pour remplir ma base mail avec des lignes magnets, que je mets sur Instagram, et qui alimentent mes fameux tunnels de vente. Donc je collecte des mails, j'en collecte des dizaines toutes les semaines. Si j'envoie pas de mail derrière, en dehors des mails automatiques de mes tunnels de vente, c'est un peu dommage quand même, parce que c'est là que le fait le chiffre d'affaires. C'est les gens qui ont laissé l'adresse mail, qui restent abonnés, qui restent là. En fait, j'avais des stats avec des abonnés qui ont reçu des centaines de mails de ma part, qui sont toujours abonnés. Donc des centaines de mails qu'ils ont ouverts, etc. C'est un petit peu dommage de ne pas leur envoyer des mails. Donc la priorité étant de dire, il faudrait plutôt que je garde le contact régulier avec toutes ces personnes-là qui m'ont laissé leur adresse mail, qui me font confiance, plutôt que de me disperser dans d'autres trucs. Et là, je reprends la casquette entrepreneur. Voilà, qui va mettre en perspective finalement cette lettre du dimanche, qui va mettre peut-être que ça vaudrait le coup que je regroupe mes abonnés, que je l'envoie par le même outil, que je fasse différemment les choses, je sais pas. Enfin, voilà, il y a un truc en tout cas qui a testé, que je n'ai pas encore, qui me pose des questions, mais que pour l'instant je n'ai pas encore totalement élucidé, en tout cas, décidé de ce que je voulais faire avec ça. Enfin, je vous ai dit que je parlerai de Beckham à la fin. Sur Netflix, il y a un documentaire sur Beckham qui est sorti, je sais pas, il y a peut-être 15 jours, je sais pas, à peu près. Et j'ai vu les 2 premiers épisodes, et je dois dire, c'est vraiment, c'est extrêmement bien fait, quoi. C'est vraiment bien fait. C'est-à-dire que là, c'est l'art du documentaire tourné avec il y a du suspense, c'est une vraie série, en fait. C'est-à-dire que
Je peux pas vous dire, parce que si vous l'avez pas vu, et je voudrais pas casser le suspense, mais l'enchaînement entre le premier et le deuxième épisode, par exemple, est parfait. C'est-à-dire que les dernières secondes du premier épisode annoncent très clairement ce qui va se passer dans le deuxième épisode, donc on se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et les dernières secondes du deuxième épisode, on sait très clairement de quoi va parler le troisième. Donc il y a vraiment ce phénomène de storytelling qui est vraiment très bien raconté, avec son enfance, avec le personnage principal, qui est lui qui s'exprime, avec sa femme, Victoria, qui s'exprime aussi, avec les personnages secondaires, qui sont les coéquipiers, par exemple. Autant on voit pas trop les Spice Girls, autant on voit beaucoup ses coéquipiers, on voit aussi ses adversaires, des joueurs avec lesquels il a joué, Eric Cantona, par exemple, à Manchester, mais aussi des adversaires qui ont joué un rôle important dans sa carrière. Ses entraîneurs, enfin, on voit tout ça, en fait, vraiment, puis lui s'exprime. Puis bon, il y a des interactions avec sa femme et tout. C'est assez drôle en plus, ces interactions. Je dois dire, c'est assez drôle. Ça casse un peu. Ça casse pas le mythe en fait, mais ça fait vraiment vie de famille un petit peu, comme on le voit pas trop et tout. Et puis, c'est vraiment. Il y a le storytelling, il y a l'histoire. En fait, l'épisode fait 1h, 1h05, mais on a envie de voir la fin. C'est-à-dire que l'autre jour, je me suis fait prendre en disant ouais, mais non, je regarde que la première demi-heure et tout. Et puis en fait, j'ai dit oh, je vais voir la fin, absolument et tout. Et puis là, presque, en fait, j'ai envie de dire, mais j'ai envie de voir la suite. C'est quoi la suite? J'ai envie de la voir, la suite. C'est bien foutu. Franchement, c'est bien foutu. Il y a vraiment un truc, c'est le côté, puis c'est très, très bien filmé, quoi. Puis il y a beaucoup d'images d'archives, il y a beaucoup de recherches. C'est vraiment très bien filmé, c'est vraiment très bien raconté. Et puis, il y a vraiment, en fait, ce côté de scénariser le documentaire. C'est-à-dire que c'est ça qui est incroyable. Franchement, il y a des documentaires sur le Tour de France aussi, là pareil, qui est magnifique. Mais là, il y a une scénarisation vraiment du truc de dire, en jouant avec les images d'archives, les personnages principaux, personnages secondaires. Il y a notamment sur l'histoire d'un entraîneur qu'il a pu avoir, dont il était fan, un joueur dont il était fan, qui vient sélectionneur de l'équipe d'Angleterre, etc. Et lui, comment il le voit au départ, et puis l'image qui s'écorne, etc. Puis ce que dit la merde David Beckham sur lui et tout. Tout ça, c'est extrêmement bien fait, quoi. C'est-à-dire, on est même à se dire, ouais, tiens, bien joué, quoi. Bien joué, maman Beckham. C'était un peu ça. Et en fait, c'est vraiment bien fait. Mais en fait, il y a un autre truc dont je voulais vous parler. Si je vous parle de ça, c'est pas pour vous dire que c'est bien fait. C'est pour dire, en fait, qu'il y a un truc moi, je me rappelais pas du tout certains épisodes de sa vie. Et notamment parce que c'est vrai qu'on voit le David Beckham, la réussite du footballeur, le mec qui a gagné des titres, champion d'Angleterre, champion d'Europe, il a dû être champion de France, champion d'Espagne, enfin, pas champion du monde. Enfin, plein de titres comme ça qu'il gagne. On voit la réussite, on voit le truc en se disant il a dû gagner des millions, des sponsoring, il est marié avec une Spice Girl, ils ont eu 2-3 enfants ensemble, enfin voilà, on a toute cette vie et tout. Puis là, dans le documentaire, on montre son mariage et tout, il y a plein d'éléments avec beaucoup d'humour d'ailleurs là-dedans. Donc on voit tous ces côtés réussite. Mais en fait, on voit pas qu'il y a des moments, en fait, il a pris c'est le sujet de l'épisode 2 d'ailleurs, où on voit la difficulté qu'il a pu vivre, la méchanceté, il a passé un an en dépression, en fait. Enfin, une demi-saison en dépression. Et entre le moment, en fait, il y a la résurrection, on va dire. On vit la résurrection, mais il l'explique, il montre le mécanisme, il y a ses amis qui interviennent, qui expliquent les mécaniques, tout ce qui s'est passé dans sa vie à ce moment-là, comment il se sentait, Tout ça, en fait, on l'oublie. C'est-à-dire qu'on a le personnage très public, très visible, la réussite, etc. Et on oublie, en fait, qu'il y a eu des moments dans sa carrière où il y a eu une ascension phénoménale à un moment donné, et puis très jeune, il se retrouve confronté à une haine, mais totale contre lui. Et ça se demandait, mais comment il fait pour survivre à ça, quoi. Pour survivre à ça. Donc ça, c'est extrêmement important de dire, finalement, c'est vrai que les gens qu'on voit autour de nous, on s'attache beaucoup à voir leur réussite, ce qu'ils ont maintenant, en fait. C'est-à-dire que David Beckham, on le voit ambassadeur de tel truc, on a vu quand il avait joué au PSG, quand il était parti aux États-Unis, quand il a fait ça, on voit la réussite du bonhomme, quoi, j'ai envie de dire. Mais ce qu'on oublie, c'est qu'il y a des moments, en fait, ça n'a pas été gagné tout le temps. Et ça n'a pas été gagné parce que, déjà, quand il commence jeune, son père n'est pas footballeur, mais fan de Manchester. Et on voit aussi à quel point il y a eu un travail acharné de David Beckham pour devenir David Beckham, mais il y a aussi un travail acharné du papa pour que son fils devienne David Beckham. Et d'ailleurs, il y a une critique de la mère à un moment donné qui dit « Mais tu l'as fait pleurer, enfin, je voulais pas qu'il le fasse pleurer, il a fait répéter. » Et là où ils sont ce qui est très intéressant, c'est de dire
ce geste qu'il a répété des milliers et des milliers de fois à l'entraînement par son père, le jour de gagner un titre, il le répète exactement. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire que c'est la bonne méthode, en fait. Ça ne veut pas dire que c'est la bonne méthode, mais ça veut dire que la méthode, en tout cas, elle a marché pour lui, et que ça, on ne le voit pas, en fait. C'est-à-dire que, et ça me rappelle toujours la théorie de 10 000 heures. Vous savez, la théorie des 10 000 heures, en fait, elle a été très, très, très mal comprise, cette théorie des 10 000 heures. C'est-à-dire que Malcolm Gladwell, quand il parle de la théorie des 10 000 heures, il dit, vous savez, c'est une étude qui dirait que pour atteindre l'excellence, il faudrait pratiquer quelque chose pendant 10 000 heures. Bon, et on voit comme ça en disant, si je joue 10 000 heures au golf, normalement, je devrais être un excellent joueur. Il y en a contesté, ils ne sont pas devenus Tiger Woods, mais ils sont devenus avec des très bons classements. On peut considérer qu'un joueur de foot, comme David Beckham, ou comme n'importe quel joueur de foot que l'on croise, mais n'importe lequel, a ces 10 000 heures, tranquillement. Il en a fait beaucoup, beaucoup plus, parce qu'il s'entraînait des heures et tout. Ils ont joué tout petit pendant des années, s'entraînaient. Je sais pas combien Nadal s'est entraîné d'heures dans sa vie pour arriver à l'excellence, ou Federer, ou n'importe lequel des joueurs de tennis bien classés. On pourrait parler de ceux qui font du cheval, de plein de gens, etc., du nombre d'heures qu'ils ont passé dessus. Mais Malcolm Gladwell rappelle un truc, c'est qu'il n'est pas possible de faire 10 000 heures si on n'a pas derrière quelqu'un qui nous soutient. Parce que s'il faut 10 000 heures pour atteindre l'excellence, ça veut dire que entre le 0 et un certain nombre d'heures, en fait, il n'y a aucun moyen de vivre de ces heures. Ce que je veux dire par là, en fait, et ce qu'il faut voir là-dedans, c'est que on peut dire, oui, Mozart était un grand compositeur, etc. Mais Mozart, en fait, entre le moment où il commence à jouer ses premières notes et le moment où finalement il compose toutes ses œuvres, s'il y avait, je ne sais pas combien il y a d'heures, mais en disant, d'après Malcolm Gladwell, on est toujours sur ces chiffres de 10 000. Bon, imaginons là-dessus. Qu'est-ce qu'il fait ? Comment, en fait, il a vécu pendant ce temps-là ? Et on peut revenir à Beckham. Beckham, en fait, on voit, nous, le Beckham qui signe professionnel dans un club comme Manchester, qui commence à gagner des titres, qui va gagner des millions, qui voyage à l'autre bout du monde pour retrouver Victoria Beckham, qui ont un mariage incroyable où les droits sont vendus à 1 million de livres ou je sais pas combien pour les droits de presse, pour faire des photos, pour publier des photos. Il est suivi par les paparazzi, donc on voit tout ce truc-là. Mais en fait, ce qu'on ne voit pas, c'est que les milliers d'heures qu'il a fait d'entraînement avant, en fait, c'est avec son père, puis après avec ses entraîneurs dans les clubs, etc. Son père dit, je dois avoir 1300 ou 1400 vidéos de matchs de mon fils, parce qu'en fait, à chaque fois que son fils jouait, quand il était petit, les clubs filmaient, il leur demandait de récupérer la vidéo pour analyser les gestes, pour revoir. Il disait, on a tapé les coups francs, les corners, des centaines de fois. Mets-le à tel endroit, fais ci, mets-le à tel endroit, fais ça et tout. Et pendant ce temps-là, en fait, c'est-à-dire que pendant les 10 000 heures de formation de David Beckham, avoir l'excellence, on pourrait dire, ça veut dire qu'en fait, c'est sa mère et son père qui l'ont nourri, logé comme n'importe quel enfant, mais qui l'ont aussi entraîné en grande partie, qui l'ont soutenu dans ces actions-là, qui l'ont amené au match, qui ont investi de l'argent pour avoir les caméras, pour filmer ce truc-là, pour s'entraîner, pour peut-être apprendre des choses sur l'entraînement, pour l'amener voir des matchs, pour rencontrer des joueurs, parce qu'on sait à un moment donné, il veut rencontrer un joueur, etc. Tout ça, en fait. C'est-à-dire que tout ça a participé. Et puis, bien sûr, il y a l'investissement de David Beckham lui-même pour devenir David Beckham. Et ça, en fait, on ne le voit pas. Et là, d'un coup, ce documentaire montre ce qui se passe entre l'heure 0, parce qu'on a les images de David Beckham tout petit, le père qui a de l'espoir, qui commence à mettre un ballon dans les pieds, qui commence à l'entraîner, qui est fan absolu de Manchester, etc. Et l'excellence, le parcours de ça. Et il faut se rappeler quelque chose, et là c'est important, c'est que forcément, en fait, David Beckham, il est enfant et tout, et donc il ne gagne pas d'argent au départ. C'est normal, il est un enfant, donc il est nourri par ses parents, logé par ses parents et tout. Il va à l'école comme tout autre gamin. Et puis en même temps, il y a ce travail de son père pour l'entraîner. Sa mère pour... c'était des ouvriers, donc comment on fait les fins de mois et garder des enfants, je crois, etc. Les fins de mois sont compliquées et tout. Comment travailler pour pouvoir subvenir à tout ça. Et ce que je veux venir là-dedans, c'est que nous, quand on crée du contenu, quand on veut entreprendre, quand on veut se lancer à notre compte, etc., on a une tendance à oublier, en fait, que si on voulait prendre le truc de Malcolm Gladwell, il suffit pas de se dire que je vais faire 10 000 heures et je serai excellent. Parce que déjà, on n'a pas besoin d'être excellent pour commencer à vendre des produits, pour se lancer, pour faire des choses. Sinon, on n'y arriverait jamais. C'est impossible. Mais que entre l'heure 0 et l'heure à laquelle on va commencer à vendre nos premiers produits, nos premiers coachings, nos premières formations, etc.,
il y a un moment donné, il y a quelqu'un qui doit apporter de l'argent, qui doit nous permettre de vivre. Et dans la plupart des cas, en fait, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes, en fait. C'est-à-dire que, oui, pendant la fin, l'adolescence, etc., c'est notre famille qui nous soutient. Mais nous, là, on parle entreprendre à 40 ans, 45 ans, 50 ans, ou peut-être 35, ou dans ces zones-là. Ben, on est indépendant. Donc, à un moment donné, c'est qui doit se souvenir ce truc-là, c'est de dire, je veux devenir compétent dans un domaine, par exemple, faire du podcast pour partager mon savoir, etc. Ou faire du YouTube, faire n'importe quel contenu que vous voulez faire. Je veux lancer une entreprise. Je veux me former en tant que coach. Je veux apprendre m'entraîner sur un sujet. Je veux lire des livres et tout. La question qui va se poser, c'est comment, en fait, vous êtes capable de créer, en fait, le système qui va permettre, en fait, de soutenir votre effort pendant l'acquisition des compétences. Et c'est pour ça qu'en fait, souvent ce qu'on dit, c'est que soit il faut se lancer en tant que side business, donc on se lance en deuxième activité, soit on se lance alors que, par exemple, on a des droits chômage, qu'on est au chômage, et là on a une période de 2 ans, sur lequel on va dire, je vais investir tout mon temps vraiment dessus pour investir. Ce que je veux dire par là, par contre, c'est que 10 000 heures, il n'y a pas besoin de faire 10 000 heures, je le rappelle, pour arriver à commencer à vendre des produits, etc., commencer à vendre des formations, faire des contenus, faire des formations. On n'a pas besoin de ça. Faire des coachings, etc., accompagner des gens, on n'a pas besoin d'avoir 10 000 heures pour arriver à ça. On n'a pas besoin d'être dans l'excellence pour commencer, en fait, à aider d'autres personnes. Et ça, j'en ai parlé la semaine dernière. On a de l'expérience, et on a peut-être d'ailleurs 10 000 heures dans une partie du métier. Quand on est, si ça fait, par exemple, 20 ans que vous faites un métier gère comptable, et que d'un coup, vous voulez lancer à votre compte une chaîne YouTube sur la comptabilité, ou un podcast sur la comptabilité, vous avez probablement les 10 000 heures de pratique comptable. Ce que vous n'avez pas, c'est les 10 000 heures de podcasting. Votre but du jeu n'est pas de devenir un excellent podcasteur. Votre but du jeu, si vous faites un podcast sur la comptabilité, c'est d'arriver à faire un podcast sur la comptabilité en étant excellent en comptabilité et assez bon en podcasting ou YouTubing ou ce que vous voulez pour pouvoir parler de ça et de dire je suis connu là-dessus. Mais votre excellence, elle est sur la comptabilité. Ça, c'est un point important. Et donc de dire que vous n'avez pas besoin d'avoir ces 10 000 heures, etc. Mais que soit vous avez ça en side business, c'est-à-dire que le soir, les week-ends, vous apprenez les compétences qui vous manquent pour grossir là-dessus. Soit si vous êtes au chômage et que par exemple vous faites une rupture conventionnelle, que vous avez le chômage ou je ne sais pas quoi, ça veut dire qu'à un moment donné, si vous avez 2 ans devant vous, ces 2 ans-là, il ne va pas falloir chômer, justement pour arriver le plus rapidement possible à trouver en fait non pas le business model idéal, non pas créer tout le modèle parfait tel que vous voulez, mais les premiers pas qui vous permettront de dire je sais avec quoi je peux gagner de l'argent et je sais sur quoi je peux amplifier à gagner de l'argent. Mais dans tous les cas, vous ne ferez jamais les 10 000 heures. En 2 ans, 10 000 heures, c'est juste pas possible. En fait, c'est pas possible de les avoir. Et je répète, on n'a pas besoin de les avoir. Surtout, si, je répète, vous n'avez pas besoin, si vous lancez un podcast, si vous lancez du contenu, si vous voulez faire un Instagram ou quoi que ce soit, vous n'avez pas besoin d'attendre d'avoir l'excellence en podcast, en YouTube ou je sais pas quoi, pour pouvoir faire quelque chose. Votre excellence, en fait, si vous vendez, je répète l'exemple de la comptabilité, si vous voulez faire une chaîne YouTube sur la comptabilité, en fait, les 10 000 heures sur la comptabilité, si ça se trouve, vous les avez déjà. Donc, votre problème, en fait, c'est d'avoir quelques connaissances sur le podcasting, etc., pour dire les 10 000 heures de comptabilité que j'ai, plus ce que j'apprends en podcast ou en YouTube ou tout ce que vous voulez sur la création de contenu, ça me permet de me faire connaître. Mais votre excellence, vous l'avez déjà, en fait. Donc, vous n'avez pas besoin d'attendre, en fait, là-dessus. Ce qu'il faut vraiment, sur quoi il faut travailler, c'est quelques dizaines, voire peut-être centaines d'heures pour progresser vraiment, mais au moins quelques dizaines d'heures au départ, pour savoir raconter votre histoire, pour savoir mettre en place des produits, mettre en place des offres, mettre en place de la communication qui va autour, dire voilà, j'ai travaillé là-dessus, j'ai appris ça, j'ai fait ça, quel est mon parcours, pourquoi je me mets à mon compte, pourquoi je fais ça, le raconter en storytelling, faire des offres, savoir à qui vous parlez, etc. Tout ça. Mais vous n'avez pas besoin de faire 10 000 heures là-dessus, je vous le garantis là-dessus. Mais par contre, il ne faut pas traîner. Faut pas traîner, je vous le dis, si vous êtes en rupture conventionnelle et que vous commencez, même si vous êtes au début de la rupture conventionnelle et que vous vous dites j'ai 24 mois devant moi, je vous garantis que ça passe beaucoup plus vite que ça.
Le documentaire sur David Beckham vous montrera que lui, il lui a fallu beaucoup plus que 2 ans pour arriver au niveau où il était et pour commencer à percer, etc. C'est les règles du foot, hein. De toute façon, c'est comme ça que ça fonctionne. Nous, dans notre domaine, l'avantage d'Internet, c'est que, je vous l'ai dit, du jour au lendemain, peut-être pas, hein, les succès overnight n'existent pas, mais avec des bonnes méthodes, en quelques temps, vous arrivez à percer. Vous pouvez arriver à développer un compte Instagram assez rapidement. Vous pouvez arriver à développer un compte TikTok assez rapidement. Même dans le podcast, on n'a pas une viralité extraordinaire. Vous devez pouvoir arriver, en fait, et moi je le considère, en fait, pour ça que je dis que souvent c'est un projet 24 mois. Je pense que vous pouvez arriver à vivre de votre contenu en 24 mois. C'est-à-dire le temps, le fameux temps, là, comme ça, en disant, j'ai déjà des compétences dans un domaine. Le but du jeu n'est pas d'apprendre un domaine de A à Z, de zéro, partant de zéro, et de dire, je vais devenir coach dans un domaine que je ne connais pas du tout maintenant, et dans 24 mois, je serai un expert de ce domaine, je serai vraiment bon, un expert, l'excellence. C'est pas ça le but. C'est plutôt de dire, si j'ai déjà des compétences dans un domaine, quel que soit mon niveau, quelles sont les compétences que je peux, comment je peux en parler, comment je peux le faire, etc. Si ça se trouve, vous avez déjà les volumes de 10 000 heures, et peut-être que vous êtes déjà un maître dans certains domaines, mais en tout cas, ce que vous avez besoin d'apprendre, c'est comment en parler, comment formuler, en fait, comment créer votre marque, comment formuler vos offres, comment créer des produits, comment développer tout ça. Voilà, c'est ma vision des choses. C'est aussi ce que m'a appris le documentaire sur David Beckham, que je trouve très intéressant. Donc, je vous recommande de regarder le documentaire sur David Beckham. Si maintenant, vous avez besoin d'un petit coup de main ou un gros coup de main sur, justement, mieux connaître votre audience, sur la partie storytelling, sur la partie créer un podcast, sur la partie créer des offres, etc., eh ben, je vous mets un lien dans la description de l'épisode pour, justement, voir ce que je vous propose. Et puis, n'hésitez pas aussi à m'envoyer un petit message, parce que je fais aussi en coaching avec des gens que j'ai accompagnés, qui, en quelques semaines, arrivent à lancer un podcast sur... Moi, je n'apporte pas les compétences sur le domaine de lequel ils vont parler, eux. J'apporte les compétences sur comment créer un podcast rapidement, comment on le place rapidement avec un peu de visibilité, comment on peut creuser la visibilité, etc. Parce que c'est aussi mon domaine et que peut-être je n'ai pas 10 000 heures de podcast, mais peut-être que j'en suis plus très loin. Je sais pas, il faudrait peut-être compter le nombre d'heures que j'ai passé dessus. En tout cas, je peux vous garantir qu'avec... 1300, 1400 épisodes de podcast, avec 2 millions de téléchargements minimum des épisodes, avec tout un tas de stratégies pour les faire connaître, pour les développer, pour trouver aussi plein de modèles d'affaires qu'il pourrait y avoir derrière, parce que j'ai testé j'ai pas testé dropshipping, je me suis intéressé ni la crypto, j'ai un peu laissé les NFT, etc. Mais par contre, la vente de produits, la vente de formations, la vente d'abonnements, le Patreon, tous ces trucs-là, j'ai testé beaucoup de modèles, donc j'ai vu beaucoup de choses là-dessus. Et c'est vraiment dans ce côté-là, en fait, que je vais vous accompagner, que ce soit à l'affaire avec ce podcast, mais aussi avec mes offres, prestations, formations, coaching, etc. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions sur ce sujet. En attendant, je vous laisse réfléchir à tous ces sujets-là. N'hésitez pas si vous avez des questions, des remarques, des interrogations, des choses sur lesquelles vous voulez que je revienne, sur lesquelles j'insiste, des sujets que vous voulez que j'aborde aussi, c'est important. Et on se retrouve, vous l'avez compris, jeudi prochain. Et donc tous les mardis pour le carnet de bord et tous les jeudis pour un épisode plus généraliste, plus sur un sujet à creuser, etc. Et puis peut-être bientôt aussi avec des invités. En fait, je voudrais bien avoir des invités aussi pour peut-être aussi avoir d'autres points de vue. Enfin, pas peut-être, pour sûrement avoir d'autres points de vue. Et avoir aussi des accélérateurs. Et ça, je vous en parlerai très prochainement. Sur ce, je vous souhaite à tous une très 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 belle journée. Et on se retrouve très vite. Ciao, ciao!